Bien, bonsoir. Aujourd'hui, cinquième séance vers le tournant numérique, ou plutôt le tournant numérique dans l'œuvre de Guéry, la rencontre de Guéry et de l'ordinateur dans les années, à la fin, toute fin des années 70, des années 80, pardon, au travers de plusieurs projets dont je vais parler aujourd'hui. Des projets qui s'inscrivent dans un déploiement de l'œuvre de Guéry vers de nouveaux domaines. Et je vais revenir sur certaines questions aujourd'hui. D'une part, la série des poissons qui le voient donc fabriquer des objets et des bâtiments zoomorphes, la coopération plus approfondie avec un artiste comme Claes Oldenburg qui s'inscrit dans la même perspective d'utilisation d'objets architecturaux dont la forme est parlante, dont la forme est éloquente, dont la forme est ludique aussi, et puis une série d'habitations dans lesquelles le processus de fragmentation que j'avais déjà noté se développe de façon extrême et rencontre à la fois certaines perspectives artistiques et puis l'outil qu'est l'ordinateur. Alors je voudrais tout d'abord réparer un oubli et évoquer en passant une question mystérieuse. J'ai parlé des rapports de Guéry avec les architectes de la scène de Los Angeles, avec des gens comme Ed Moses, comme Bankston, comme Larry Bell, avec certains minimalistes new-yorkais, avec Rauschenberg au passage, mais je n'ai pas du tout parlé de son rapport avec Gordon Matta Clark, qui pourtant est bien réel. On en a des témoignages un peu indirects. Gordon Matta Clark, formé comme architecte à l'université de Cornell, avait préconisé une anarchitecture avec certains de ses camarades et s'était attaqué à la tronçonneuse ou à la boule de démolisseur, dans le cadre de ses exploits parisiens, aux bâtiments existants. Il est clair que le travail qu'opère Guéry sur le petit bungalow Dutch Colonial de Santa Monica, qu'il détruit partiellement et auquel il adosse une construction subversive, est un travail qui sans doute n'aurait pas été concevable sans l'effet des idées et des projets de Matta Clark. Je n'ai pas, très honnêtement, posé de questions frontales à Guéry sur une rencontre éventuelle avec Matta Clark, mais il est clair qu'il s'était proposé de le faire travailler, ou en tout cas d'avoir recours à ses œuvres dans un projet du début des années 80, et qu'il a également apparemment tenté d'acheter certaines de ses œuvres. Donc le rapport existe, comme vous voyez, entre un artiste qui attaque, qui fend, qui travaille en quelque sorte à détruire de manière inventive les constructions existantes, et quelqu'un qui le fait avec une perspective différente, qui est celle de les rendre habitables. Un rapport très important avec les artistes est celui que Guéry, avec un artiste, est celui que Guéry établit avec Richard Serra en 1981. Un rapport qui durera une quinzaine d'années et qui s'achèvera de façon très abrupte, comme j'aurai l'occasion de le dire, avec la construction du musée de Bilbao. Cette relation se forme à l'occasion d'un programme de l'Architectural League à New York. L'Architectural League, qui fête son centenaire en 1981, avait été fondée notamment pour promouvoir les relations entre les artistes, à l'époque les sculpteurs et les peintres réalistes, et les architectes. Elle reprend ce thème et elle demande à une dizaine de couples d'architectes et d'artistes de travailler des propositions communes. On trouve parmi ceux-ci, parmi les architectes, Michael Graves, Charles Moore, Cesar Pelli, Stanley Tigerman, le seul couple où l'artiste et l'architecte sont d'une certaine force, d'une force comparable, à part celui que va former Guéry avec Serra, c'est celui de Richard Meyer et Frank Stella. Que propose Serra et Guéry? Vous le voyez sur le dessin du haut, c'est un projet inconstructible, un projet paradoxal, qui consiste à tendre une passerelle à travers Manhattan, passerelle qui relierait les deux tours du World Trade Center, downtown, et le gratte-ciel du Chrysler Building dans Midtown. Évidemment, une passerelle. Il y a dans ce projet délirant une once de réalisme. L'once de réalisme, c'est de considérer qu'il y aura
une flexion très forte de cette passerelle et des efforts de traction terribles passant à travers des câbles passant à travers ces constructions et qu'il faut les arrêter sur des butées très solides. Et c'est donc sur la conception de ces butées que d'une part Gehry et d'autre part Gehry du côté de Downtown et Serra du côté de Midtown vont travailler. Gehry va notamment essayer de donner forme à cette butée, à ce point d'ancrage de ce câble. Vous voyez à gauche un croquis dans lequel il dessine une forme fuselée, mais quand même pas tout à fait identifiable, assez puissante. Et vous voyez ici un rare croquis trouvé dans l'archive où l'on voit Gehry et Serra gribouiller de concert afin d'essayer peut-être de représenter certaines connexions latérales de leur système. En fin de compte, quelle forme prend la butée de Gehry? Celle qui donc est reliée, se situe en relation directe avec les deux tours du World Trade Center. Vous voyez que pour la première fois, Gehry utilise la forme d'un poisson, ce qui avait une certaine logique dans un projet qui avait les pieds dans l'eau, dans une butée qui avait les pieds dans l'eau, mais c'est une forme nouvelle que Gehry n'avait pas véritablement mise en œuvre jusque-là et qu'il va décliner de multiples manières. Ce poisson est en fait un gratte-ciel incliné dont la peau est fort pertinemment composée d'écailles de verre qui sont détaillées dans certaines petites maquettes plus précises. De son côté, Serra propose une butée qui est un prisme d'acier dont les dimensions seraient évidemment colossales et sur lequel cette passerelle vient s'accrocher. Donc c'est un premier projet de Serra et de Gehry qui en feront un autre, une quinzaine d'années plus tard d'ailleurs, que j'évoque au passage pour ne pas y revenir. Ils feront un projet pour le pont du millénaire à Londres, entre Saint-Paul et la Tate moderne. Vous savez que le pont sera réalisé par Norman Foster, la passerelle sera réalisée par Norman Foster. C'est leur dernier travail commun, qui évidemment pose beaucoup moins de problèmes structurels que ce projet n'en aurait posé s'il avait fallu imaginer une quelconque réalisation. Le poisson commence donc à apparaître dans la production de Gehry et il le fait de multiples manières, à de multiples échelles. La première fois qu'un poisson explicite est présent dans un de ces projets, c'est cette proposition pour le centre des affaires de la ville de Kalamazoo. Vous voyez que Gehry décide finalement que cet ensemble se compose de gratte-ciel, de petits gratte-ciel isolés et traités pour chacun d'entre eux de façon différente, un peu à la manière des projets d'habitation et notamment de la tract house que l'on va voir tout à l'heure. Et le poisson, qui est un poisson sans tête, est fiché en terre pour abriter un hôtel. Vous voyez sur ce petit croquis l'aspect presque infantile de cette composition. Ce projet ne sera pas réalisé et Gehry continuera à une autre échelle, une échelle bien plus modeste par exemple, c'est celle d'un poisson qui se trouve à l'intérieur du hall d'un projet imaginé pour New York. C'est un projet d'immeuble assez profond, d'immeuble de loft, qui est axé sur un passage, un peu comme l'était le centre commercial de Santa Monica, et dans la partie centrale, un poisson est dressé à la verticale. Gehry s'intéresse fortement à cette question des formes zoomorphes dans cette période, et il le fait de manière très précise dans un de ses plus beaux intérieurs, malheureusement disparu aujourd'hui, qui est l'intérieur d'un restaurant de Venise du nom de Rebecca's. Et vous voyez d'une part la beauté des parois, qui sont des parois d'onyx éclairées, rétro-éclairées, et qui donc créaient une clarté extrêmement chaude créaient une clarté extrêmement chaude dans ce local assez petit. Et Gehry travaille à partir d'éclats de plastique à accrocher de grands animaux, un crocodile ici, un gigantesque poulpe,
C'est aussi un projet pour lequel il demande à certains de ses amis artistes locaux de travailler. Ed Moses réalise une fenêtre avec des araignées. Tony Berland, dont j'ai parlé la semaine dernière, la porte. Peter Alexander, des panneaux muraux en velours noir. C'est donc une collaboration tout à fait large avec des artistes, ce qui n'est pas le cas d'autres projets dans lesquels Gehry se lance dans l'exploration du potentiel du poisson. Alors, un projet important en 1983, c'est le premier poisson qui est à peu près détaillé et serait sans doute constructible. C'est un projet pour un programme de la galerie de Leo Castelli à New York. Barbara Jacobson, qui est une collectionneuse, mécène et critique new-yorkaise, organise une exposition de folie. Le terme de folie est un terme nouveau dans le discours architectural, puisque c'est en utilisant ce terme avec toutes ses dimensions, toute sa polysémie, que Bernard Tschumi a gagné peu avant, au printemps 1983, le concours du Parc de la Villette. Et Tschumi est d'ailleurs un des architectes présents dans cette exposition de folie aux côtés d'Emilio Ambas et de Michael Graves. Quant à Gehry, vous voyez son projet ici. Gehry commence à se souvenir ou à rapporter les poissons qu'il utilise à ceux de ses souvenirs d'enfance du quartier juif de Toronto, ces carpes que l'on achetait vivantes, que l'on gardait dans la baignoire quelques jours avant d'en faire du gefilte fish, ce qui les rendait strictement méconnaissables, comme vous le savez. Donc il revient à la lettre du poisson et propose un projet qui repose sur un ressort narratif que l'on ne trouve pas souvent dans l'œuvre de Gehry. Ce ressort narratif est le suivant. Le serpent que vous voyez ici, ce grand serpent, est en fait une prison dans laquelle se trouve un unique détenu qui est surveillé par un gardien se trouvant dans ce poisson transparent. Donc une aimable fiction, aimable si l'on veut quand il s'agit d'une prison, qui lui permet d'imaginer ce projet. Un autre aspect du rapport avec le poisson, de la présence du poisson, est le rapport que le poisson comme réaction à l'historicisme du postmodernisme qui a fait irruption, comme vous vous en souvenez, dans l'architecture européenne et mondiale en 1980, avec la Biennale de 80. Gehry était présent. Sa réponse au postmodernisme, c'est de dire, par contraste avec les architectes qui s'intéressent à Palladio, qui s'intéressent éventuellement à l'Antiquité grecque ou latine, de dire qu'au fond, il les dépasse en remontant 500 millions en arrière dans l'histoire et en s'intéressant au moment où les poissons étaient les maîtres de la planète. Donc c'est un propos justificatif assez plaisant. Dans le même temps, ces poissons sont des objets expérimentaux à différentes échelles, celle du bâtiment, celle des objets, notamment des lampes. Ici, une étape importante dans le travail de Gehry sur les poissons, c'est à partir de 1983, l'utilisation d'un nouveau matériau produit par Formica, qui est un matériau translucide. Formica en livre des panneaux à Gehry pour fabriquer, attendant qu'il fabrique des boîtes lumineuses. Il casse une de ces boîtes et s'aperçoit qu'il peut faire des choses bien plus intéressantes avec les éclats plutôt qu'avec les plaques. Et donc, il commence, vous le voyez, à composer des poissons qui sont à la fois translucides ou opaques, et dans le cas où ces poissons sont opaques, eh bien, la lumière passe à travers les écailles. Donc, ces premiers poissons expérimentaux séduisent beaucoup ses visiteurs et qui lui en demandent, donc il en fabrique pour certains de ses amis, et le marché s'en empare. Larry Gagosian, qui est encore un assez jeune marchand d'art de Los Angeles, va en exposer 2 douzaines dans sa galerie de Beverly Hills et en soutenir la production. Donc le poisson, si vous voulez, devient un objet d'art produit sous forme de multiples ou décliné sous des formes variables à l'échelle d'objets pour l'intérieur. Des poissons plus amples apparaissent aussi. Le premier grand poisson réalisé, c'est celui que
Gary fait tourner en Italie à l'occasion d'une exposition organisée à Florence et Turin. Vous voyez ici à la fois les croquis sur ce poisson qui est assez réaliste dans sa forme, l'évocation du poisson mouvant, l'idée de la réalisation avec des couples en bois un peu à l'image de la construction navale, et enfin le poisson lui-même installé au milieu d'une galerie à côté d'un serpent et d'une lampe en format EK. Donc poisson d'intérieur et poisson d'extérieur. Poisson d'extérieur, c'est celui que Gary va construire à Kobe au Japon pour un restaurant de façon extrêmement rapide. C'est un projet qui naît à l'occasion d'un concours. Un promoteur japonais demande à Gary de travailler à une idée pour un restaurant, et Gary dessine un poisson sur un coin de table, sur une serviette de restaurant, et le client japonais dit « Je veux ça, Gary-san, let's build fish ». Et donc, il construit le poisson. Ce poisson qui est un poisson opaque, en partie opaque en tout cas, avec des écailles, d'un côté des écailles en plomb et de l'autre côté des écailles en verre. Gary travaille très rapidement sur ce concours et assemble des formes existantes, le poisson, le serpent, des formes aussi qui viennent à l'arrière plutôt de la géométrie de la maison Davis que nous avons déjà vu plusieurs fois. Ce projet est réalisé. Vous voyez ce contraste entre l'effet nocturne du ventre du poisson, l'effet diurne du dos du poisson, et ce bâtiment qui prend une certaine force dans le paysage post-industriel du port de Kobe. Alors, ici, évidemment, quand on s'intéresse à la théorie de l'architecture dans les années 60-70, on ne peut manquer de penser à un autre animal, un autre bâtiment zoomorphe, qui est le fameux canard de Long Island, que Robert Venturi avait discuté autour de 1970, et notamment en 1972 dans son grand livre sur Las Vegas. Dans quelle mesure Gary inscrit-il son poisson en compétition avec le canard? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'ignorait pas ce canard de Venturi, et que, après avoir fait des bâtiments qui étaient presque des abris décorés, pour reprendre l'autre type sur lequel avait travaillé Venturi, le voici qui se situe plutôt du côté du canard, c'est-à-dire d'un bâtiment ayant une forme expressive en tant que telle et n'appelant pas véritablement l'apport prosthétique de panneaux, de signes, d'enseignes, etc., comme ça avait été le cas pour son centre commercial de Santa Monica. Autre poisson réalisé, cette fois-ci complètement en verre, c'est celui du jardin de sculpture du Walker Art Center à Minneapolis. C'est un endroit important. Et cette fois-ci, vous voyez le napkin, vous voyez l'idée dessinée sur un coin de table au restaurant. Le Walker est un endroit important pour Gary, puisque c'est là que la première exposition monographique a été organisée sur son travail au même moment, en 1986. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. La recherche continue à propos des poissons et parfois des serpents. Ici, c'est un projet pour la place de la bibliothèque à Los Angeles. Serpent et un poisson derrière. Vous voyez en tout cas que le rythme, le motif, je dirais, des écailles du serpent et celui des fenêtres peuvent coïncider pour faire un bâtiment dont on pourrait presque penser qu'il puisse s'éclairer à peu près. Je suis prudent. Grand poisson monumental, le plus grand est aussi un projet à l'occasion duquel la réflexion sur l'informatique commence et sur l'utilisation de l'ordinateur commence à se mettre en place. C'est ce poisson que Gary réalise à Barcelone, au village olympique. Barcelone accueille des Jeux olympiques de 1992. Le rivage est complètement restructuré par une équipe dirigée par Oriol Bohigas qui crée un village olympique et un nouveau port bordé, dominé par 2 tours, à l'ombre desquelles, sous la protection desquelles, Gary va installer un très grand poisson, très grand, puisqu'il fait
près de 50 mètres de longueur par 30 mètres de hauteur. Donc c'est un gigantesque objet qui a quel usage? Eh bien l'usage, Gary le déduit de son observation des bâtiments de Barcelone. Ce poisson est une ombrière à l'image de l'umbraculo de Fontserè, construit dans le parc de la Citadelle à l'est du centre de Barcelone et pas du tout très loin de ce port olympique. Donc voici, si vous voulez, l'image, l'idée d'un bâtiment qui sert à protéger les plantes, non pas à capter plus de lumière, mais à protéger les plantes de la lumière solaire, et la réflexion que Gary commence à faire sur cette forme initialement, qui n'est pas initialement une forme, qui est une espèce de forme sculpturale qui va seulement progressivement recevoir le poisson. Ici, le poisson est arrivé, le poisson a atterri, si l'on peut dire, sur ce support. Et vous voyez à droite ce que ce projet va permettre de très important, c'est l'entrée en scène de l'ordinateur. C'est le premier usage du logiciel Dassault Aviation, dont je parlerai tout à l'heure, de Dassault Technologies, CATIA, l'ordinateur dont Frank avait extrêmement peur. Il pensait que les formes sur lesquelles il travaillait ne pouvaient pas être transposées par l'ordinateur et qu'il aurait perdu le contrôle de ces formes au travers de l'ordinateur. Donc il a été extrêmement réticent. Vous voyez ici, avec cette forme qui n'est pas d'une complexité extraordinaire, on peut elle aussi l'assimiler à une coque de bateau avec ses couples et ses longerons. C'est quand même là que l'ordinateur apparaît et rassure à la fois Gary et aussi le constructeur. En effet, ce qui est important de voir ici, j'y reviendrai, c'est que l'utilisation de l'informatique de projet, ce n'est pas l'informatique de gestion, ce n'est pas une informatique de dessin pour faire de belles perspectives, l'informatique de projet qui sert à ajuster un projet et le rendre constructible. Ça n'est pas simplement dans ce cas un outil de dialogue à l'intérieur de l'agence, dans l'équipe des architectes, c'est aussi un instrument de dialogue avec les entreprises, en l'occurrence une entreprise basée en Italie, Permastilisa, qui va réaliser dans des délais très serrés ce poisson parce que l'utilisation de l'informatique va permettre de définir les dimensions et le dessin de chaque élément produit et ensuite livré sur le chantier. Donc c'est pour la première fois non seulement l'utilisation de l'ordinateur pour le dessin, mais aussi l'utilisation de la machine pour construire. Alors, un projet significatif, un projet charnière dans plusieurs dimensions du travail de Gary, et notamment dans la dimension très importante, on l'a compris, qui est celle de son travail avec les artistes. C'est un projet collaboratif, un projet dans lequel il va engager Claes Oldenburg et Koosje van Brugge, qui est son amie, son épouse, un projet pour Los Angeles. Gary connaissait très bien le travail d'Oldenburg et notamment ses objets surdimensionnés, le tube de rouge à lèvres sur des chenilles, cette lampe flash et bien d'autres. Il les connaissait fort bien. Et on peut penser que les poissons que nous avons vus, les grands poissons, s'inscrivent dans cette logique des projets d'Oldenburg. Oldenburg et son ami Koosje, que vous voyez ici avec Gary, le rencontrent en 1982 et cherchent à faire des projets avec lui. Gary déclare alors à Koosje, comme elle le rappelle dans un bel article pour le catalogue du Walker Art Center dont j'ai parlé, il déclare « Plutôt que d'être influencé seulement par les artistes morts, comme beaucoup de mes amis, de mes collègues tendent à le faire, j'ai toujours pensé que les artistes vivants travaillent sur les mêmes questions que moi. Les artistes que j'ai particulièrement regardés et que je continue à regarder et dont j'apprends beaucoup sont Richard Serra, Donald Judd et Claes Oldenburg. » Donc, une attente d'un travail possible avec Oldenburg. Ce travail démarre alors que l'un des auteurs du catalogue du Walker Art Center, Germano Celant, qui est un critique d'art italien, qui avait été un des premiers Européens, peut-être le premier Européen à écrire sur Gary, Celant invite Oldenburg
et Gehry a travaillé sur la conception d'un quartier nouveau à Venise. Ce quartier serait une île, logique à Venise, dénommée Coltello Island, l'île du couteau. Et pour ce quartier, Oldenburg, chacun conçoit des bâtiments, et Oldenburg conçoit notamment une bibliothèque en forme de paire de jumelles, thématique navale adaptée à Venise. Ce projet n'est pas réalisé, mais l'année suivante, Chellant invite à nouveau Oldenburg, Kossier et Gehry à mettre en œuvre certaines de leurs idées avec un spectacle. Ce spectacle s'appelle Il Corso del Coltello, le cours du couteau. Oldenburg fabrique un gigantesque couteau de l'armée suisse qui est en même temps, vous le voyez, un bateau posé sur l'eau. Et la pièce raconte les aventures du couteau, les pérégrinations du couteau et des marins qui le manœuvrent et qui le transportent. Gehry participe à l'opération non pas en concevant l'objet dominant, qui est l'œuvre de Oldenburg, mais il travaille à des costumes. Vous voyez notamment ici son travail sur un de ces costumes qui est fait d'éléments géométriques, car il participe en effet à la manifestation. Quelques photos du spectacle tel qu'il est donc organisé à ce moment-là, autour d'une intrigue assez divertissante. Oldenburg joue le rôle d'un vendeur de souvenirs qui veut devenir peintre, Kossier, un agent de voyage qui veut devenir écrivain, et Gehry, le rôle d'un coiffeur de Toronto qui veut devenir architecte. Et pour cela, il s'habille, vous le voyez ici, dans un costume et avec un chapeau fait d'éléments d'architecture classique et dessine des bâtiments imaginaires sur des projections de bâtiments de Venise. Il y a là évidemment une attitude de dérision, de moquerie vis-à-vis de la Biennale, de la nostalgie architecturale de la Biennale de 1980. Mais c'est évidemment une manifestation temporaire qui donne, ceci dit, aux trois participants l'ambition de continuer. Ils le font un peu plus tard avec ce projet pour un terrain situé dans les montagnes de Santa Monica, au-dessus de Malibu, pour le camp Good Times, qui est un camp qui est une espèce de colonie de vacances et de traitement pour enfants cancéreux. Et vous voyez que ce projet est conçu comme on a presque l'impression, en voyant cette photo, qu'il s'agit d'une boîte de jeux, de jeux de construction déployés sur le terrain. Ce projet est un projet fait d'édifices ludiques avec des formes, elles aussi navales, un bateau, des vagues, des éléments qui évoquent le paysage maritime, des bouées et aussi ce bidon de lait ici qui est très typiquement une contribution d'Oldenburg. Ce projet n'est pas réalisé car le client le trouve trop arty, trop savant et préfère un projet rustique plus ou moins inspiré de Huckleberry Finn, inscrit donc dans la tradition de la littérature pour enfants américains. Donc, deuxième projet qui n'est pas réussi. Troisième projet, cette fois-ci ça marchera, c'est un projet extrêmement particulier. Il s'agit du siège d'une agence de publicité, de l'agence Chat and Day à Venise, sur Main Street à Venise. Cette opération est une opération intéressante parce qu'elle montre aussi, et je n'entre pas dans les détails de sa production, quelle est je dirais quelle est la pratique urbaine de Gehry à Los Angeles, puisque ce projet est construit sur un terrain qui avait été acheté par Frederick Wiseman, un ami de Gehry dont j'ai parlé, dont je reparlerai, puisqu'il construira un musée pour lui. Donc Wiseman achète un terrain, il en vend une partie par la suite à Gehry, qui en revend une partie à son associé Gregory. Il se retrouve en possession donc d'un morceau de sol urbain au moment où il rencontre Jay Chiat, qui est un très grand publicitaire américain, qui se décide à construire ses bureaux sur ce terrain. Et Gehry commence à travailler à partir du programme de Chiat. Donc, vous voyez ici quelques-unes des esquisses du plan. Le terrain est un terrain en forme de L, et vous voyez comment Gehry essaye de distribuer
un bâtiment d'habitation avec 2 ailes, avec apparemment trois patios accueillant des circulations verticales. Vous voyez comment il essaye de composer certains éléments qui font penser au petit temple du campus de l'école de droit de Loyola, d'autres hypothèses plus compactes. Donc beaucoup de zigzags dans le travail de conception avant que finalement un parti soit arrêté, qui est un parti dans lequel le bâtiment en L est fragmenté et découpé en 3 entités sur la rue qui contiennent des bureaux, d'autres bureaux et l'entrée, et peut-être des salles de réunion. Et vous voyez ici 2 exemples des hésitations de Gehry quant au traitement de cette partie médiane. À droite, elle est absolument muette. À gauche, eh bien, il a simplement pris une boîte de clous qui était sur son bureau et il l'a plantée pour essayer pour donner l'idée qu'il pourrait y avoir un élément en particulier à cet endroit. Et lors d'une des réunions avec le client, l'anecdote a été confirmée de diverses sources, Gehry retrouve la maquette de la bibliothèque de Venise, pas Venise, California, Venise, Italie. Donc il retrouve cette paire de jumelles qui était la forme qu'Oldenburg destinait à la bibliothèque de leur projet commun, et il l'installe au milieu de la façade. Ici, vous en voyez 2 versions, une plus avec des rapports de hauteur différents. Il l'installe et il va solliciter Oldenburg, qui, alors qu'il avait en général rejeté tout type de travail commun avec des architectes, accepte volontiers que ce bâtiment, que ces jumelles deviennent un bâtiment, avec ce que cela impose d'avoir de la lumière dedans, d'avoir des entrées, d'avoir de l'électricité. Donc Oldenburg joue le jeu, et du coup, le problème de la façade de ce bâtiment en L se résout par l'ajustement assez méticuleux, assez progressif de l'échelle de ces 3 entités. Celle qui est incurvée ici à l'approche de l'angle de la rue, cette espèce de forêt pétrifiée de l'élément situé qui le balance de l'autre côté, et la paire de jumelles qui est en fait l'élément d'entrée dans le bâtiment, comme cette maquette avec une petite automobile le montre. C'est l'élément d'entrée. Ces jumelles ne sont pas un signal simplement, c'est un objet qui s'intègre dans le programme. Vous le voyez d'ailleurs ici avec ce plan qui montre que 2 petites salles de réunion y sont créées au bout d'un bâtiment qui, à l'intérieur, retrouve les recettes que Gehry les principes que Gehry avait explorés dans d'autres immeubles de bureaux. À l'intérieur des jumelles, eh bien, on peut se réunir. Il y a de petites salles de réunion, ces petites salles de réunion où la créativité des publicitaires est censée se former, est censée exploser, notamment, et c'est à cela que Oldenburg fait illusion en installant ces grandes ampoules qui nous rappellent celles des bandes dessinées dans lesquelles, quand un personnage a une idée, une petite ampoule s'allume au-dessus de sa tête. Eh bien, voici l'ampoule au-dessus de la tête des publicitaires de Chat and Day qui resteront dans ces locaux une quinzaine d'années avant de les abandonner à Google. Une dernière image de ce bâtiment nous montre les relations qui s'instaurent entre ces jumelles qui, on l'a vu, sont une forme arbitraire, mais malgré tout arbitraire et habitable. Et ici, vous voyez comment les autres salles situées sur la façade se relient à elles. Vous voyez aussi apparaître un serpent d'un nouveau type. C'est un serpent suspendu, un serpent collé au plafond, un serpent composé de lattes de bois qui correspond à une des nouvelles orientations dans le travail que Gehry fait en matière de mobilier. Nous étions restés aux meubles de la première série de Gehry, Easy Edges, ces meubles en carton qui étaient faits à partir de plaques de carton ondulées collées. Cette deuxième série, Experimental Edges, est très différente puisque là, le carton travaille en masse. C'est une série qui aura moins de succès, sans doute parce que les objets proposés étaient des objets qui avaient vraiment, qui n'avaient pas une finition absolument
je dirais, totale, qui n'étaient pas non plus durables dans leur forme initiale, des objets qui étaient faits pour se tacher, pour s'user, pour vieillir. Ils étaient, à vrai dire, assez économiques. Mais Gehry n'arrivera pas à les produire. Ce qu'il réussira à produire, et il le fera jusqu'à ce jour, c'est une autre gamme de mobilier qui est élaborée pour Knoll International, donc pour une des grandes firmes de production de meubles de bureau, à partir d'une autre idée qui est celle du bois courbé. Ce n'est pas une idée nouvelle, et j'évoque deux précédents bien fameux, celui des chaises en bois courbé, en bois de hêtre courbé à la vapeur du menuisier austro-hongrois Michael Tonet, produit en dizaines de millions d'exemplaires, et puis le contreplaqué courbé moulé de ce siège d'Alto. Mais Gehry, vous le voyez, croise ces techniques avec un type particulier d'éléments en bois qu'on pourrait assimiler peut-être à des tagliatelles bolognaises, hein, des longues plaques de bois larges et qui trouvent une flexibilité qui est presque celle justement de la pasta dès lors que ces éléments sont façonnés à la vapeur. Donc voilà une production tout à fait importante pour Gehry qui cette fois-ci va rencontrer le marché, mais dans des conditions différentes de celles que j'avais évoquées à propos de ces projets initiaux pour Easy Edges. Cette fois-ci, les contrats sont négociés autrement et Gehry se trouve dans une position plus claire d'auteur recevant des droits, la production étant réalisée par Knoll, dont je pense l'intervention est aussi le nom, la réputation, l'importance sur la scène américaine est aussi rassurante que flatteuse. Revenons à la sphère de l'habitation maintenant, avec quelques projets qui nous conduisent surtout au travail par lequel véritablement l'ordinateur va prendre non pas possession de l'agence, mais va y prendre toute sa place. Alors, ce sont des projets d'habitation conçus ou réalisés d'abord dans la foulée de la maison de Santa Monica et qui ensuite explorent d'autres idées. Le premier projet que je voulais évoquer est un projet new-yorkais qui ne sera pas réalisé. Gehry en sera fort contrit, fort marri. Il s'agissait de reconvertir une townhouse, une maison de ville ici. Vous voyez la façade ici à Midtown avec l'arrière, avec les locaux annexes qui donnaient à l'arrière sur une allée de desserte. Cette maison appartenait à Christophe de Ménil. Christophe de Ménil était la fille, et toujours d'ailleurs, la fille de Dominique de Ménil, né Schlumberger, qui avait été une grande mécène se décline-t-il au féminin, une grande mécène des arts et de l'architecture à Houston, qui avait fait construire sa propre maison par Philip Johnson, qui avait financé d'autres réalisations de Philip Johnson, notamment un pavillon avec les œuvres de Rothko, qui construira ensuite, qui fera construire par Renzo Piano le dernier beau bâtiment que Piano a construit aux États-Unis, c'était en 1986. Et donc, Christophe de Ménil, dont le frère est aussi architecte, s'inscrit dans une sorte de compétition avec sa mère et avec son frère pour vraiment faire œuvre d'architecture. Elle va chercher Gehry et elle lui demande de créer une maison pour elle et sa fille. Et Gehry réalise finalement une opération inverse. Voici la vue avant, la vue arrière, une opération inverse de celle qu'il avait effectuée pour sa propre maison. Sa propre maison, c'était la création d'un organisme extérieur qui venait coloniser une maison existante. Ici, la maison existante n'est plus qu'une peau, qu'une enveloppe à l'intérieur de laquelle un nouvel organisme se développe, avec dans les parties basses une piscine, les séjours, les cuisines, etc., qui sont toutes ces parties communes à Christophe et sa fille, et puis deux tours qui abritent les chambres, les salles de bain et les pièces les plus personnelles,
on ne parle plus de boudoir dans New York des années 70 ou 80. Ce seront donc des extensions des chambres. Vous voyez ici donc cette maison qui est à l'intérieur d'une maison et qui procède de ce système d'autonomisation des deux composants du ménage, si je puis dire, reliés par des passerelles. Gehry travaille beaucoup sur la coupe de ce projet, vous le voyez ici, avec notamment la piscine. On pense à la maison d'Adolf Loos, projetée par Adolf Loos pour Josephine Baker. Et vous voyez également, et vous voyez ensuite donc, ces deux tours émerger. Gehry est là, nous en avons le témoignage, se serait proposé de faire appel à Gordon Matta Clark pour travailler sur ce projet. Et je pense à ce propos, à cette œuvre de Matta Clark, Floors, manque un S, Doors, qui était une installation à PS1 en 1976. Mais finalement, Christophe Deménil trouvera le projet trop compliqué et trop cher. Elle le réduira fortement et elle finira par chasser Gehry. Ce sera un des moments les plus douloureux pour lui, alors qu'il pensait précisément, grâce à cette commande, prendre pied sur la scène new-yorkaise. Il faudra attendre. Un autre projet non réalisé, c'est un projet intéressant à bien des titres, car il s'agit de l'extension de la première maison que Gehry et Walsh avaient construite en 1959 à Brentwood, la maison Steves. Vous vous souvenez de cette maison wrightienne plus que japonaise, suspendue sur le ravin. Cette maison existe toujours. Elle est achetée par un couple ambitieux, les Smith, qui se propose d'en doubler la surface pratiquement. On trouve qu'elle est trop petite et il se propose de la doubler en installant une piscine, en installant de nouvelles chambres, un nouveau séjour ici, une cuisine plus moderne, etc. Et Gehry se prête au jeu tout à fait volontiers. Il affirmera à ce propos qu'il était obsédé par l'idée de casser l'ordre cohérent de mon travail initial. Donc casser cette symétrie, cette orthogonalité, casser ces références trop directes à l'œuvre de Wright ou de Schindler, et il le fait avec cette agrégation de formes que l'on comprend mieux sur la maquette ici et sur ce croquis qui nous montre comment cet ordre un peu, je dirais, desserré, un peu dissocié intervient. Et bien sûr, nous voyons que chaque composant de la maison, la chambre ici, ou cette petite cabine vitrée au-dessus de la piscine, prend son autonomie. Et l'ensemble, alors que la maison était encore une maison ordonnée, réglée, cette maison devient un village. D'autres exemples de cette démarche, alors j'en évoquerai quelques-uns. Ici, un cas très particulier, mais c'est un projet intéressant, qui est un projet de transformation et de surélévation d'un immeuble à Beverly Hills pour une artiste qui joue un rôle important dans la sociabilité de Gehry dans cette période. Donc Myriam Wosk, graphiste devenue peintre. Vous voyez qu'il s'agit cette fois... Les pavillons qui sont en ordre desserré ici sont alignés sur le toit de cet immeuble sur plan rectangulaire. Voici les recherches que conduisent Gehry, qui commencent par dans une veine. Nous sommes toujours en 80. Gehry, par moment, est sensible au vent postmoderne et on trouve quelques compositions qui évoquent des tempietti perchés sur cet immeuble banal de Los Angeles. Puis finalement, vous voyez cette agrégation de formes beaucoup plus libres et malgré tout très serrées sur cette terrasse que l'on revoit en coupe ici. Un joli dessin, un peu petit peut-être, qui nous montre le travail de différenciation à la fois des traitements de surface et des couleurs, et évidemment des volumes. Tout ceci est construit en ossature de bois. Un autre projet dans la même veine, qui est un projet manifeste qui ne sera pas réalisé, c'est ce projet pour la Tract House, pour une maison de lotissement théorique, dans lequel la maison devient, pour paraphraser Alberti, une petite ville ou un petit village. Nous avons déjà vu ce thème, mais il n'a jamais apparaître dans d'autres projets. Déjà dans les années 70,
c'est-à-dire au fond 5 années plus tôt, mais il n'est jamais formulé aussi clairement, de façon, je dirais, presque aussi théorique que dans ce projet, dont voici la maquette. Cette maison de lotissement, la Tract House, dans laquelle chaque entité est autonome, et malgré tout, comme c'est une maison de lotissement sur une parcelle serrée, ces entités qui étaient très dissociées avec la maison du réalisateur de cinéma que nous avions vu la semaine dernière, tout ceci est beaucoup plus serré, plus compact ici. Guéry passe à l'acte dans cette direction et je conclurai avec 3 maisons aujourd'hui. Cette maison d'hôtes construite dans le Minnesota, à côté d'une première maison construite par Philip Johnson dans les années 50. C'est une maison d'hôtes, donc c'est une maison qui n'a pas de cuisine et de séjour, c'est une maison qui est beaucoup plus, dont le programme est libre. Vous voyez la première hypothèse qui évoque la précédente, qui est une hypothèse orthogonale, et vous voyez ensuite que les éléments se dissocient et qu'un jeu sur leurs relations, un jeu plus libre sur leurs relations, commence à apparaître. Il est clair, Guéry l'a dit, mais je crois que le premier regard porté sur ce projet le confirme, il est clair que la référence à Morandi, dont j'ai déjà parlé, est très, très productive pour ce projet. Elle est documentée, on peut l'établir, puisqu'une exposition sur Morandi, une rétrospective de Morandi avait eu lieu à San Francisco en 1981. Donc Guéry avait le catalogue, c'était encore tout frais dans son esprit, et donc les techniques de juxtaposition des éléments de la maison en découlent. Guéry s'intéresse notamment beaucoup, il écrira, vous voyez ici donc, cette vue légèrement plongeante, ici une vue au niveau du sol, il s'intéresse énormément à ce qu'il appelle les cleavages. Cleavage, c'est le terme qu'on utilise pour traduire le terme décolleté en anglais, et donc un cleavage, c'est l'interstice qui apparaît entre deux formes, entre deux volumes curvilignes, entre deux formes souples. Donc vous voyez ici ces cleavages qui permettent de comprendre les articulations entre ces formes qui sont évidemment bien plus serrées qu'elles ne le seraient à Los Angeles, car le climat est différent. Il est difficile de ressortir, comme on peut le faire à Los Angeles, de sortir pour aller de la chambre à la salle de bain et inversement. L'intérieur de la maison est intéressant, ce travail sur les ouvertures qui évidemment évoque les œuvres de James Turrell. Dernier projet à Los Angeles dans cette ligne, c'est la plus grande et la plus complexe des maisons que Guéry construit jusqu'alors. C'est cette maison s'appelle la maison Schnabel, et vous voyez qu'elle occupe une grande parcelle sur laquelle les différentes composantes, le bureau du maître de maison avec sa coupole en cuivre, le séjour, l'aile des cuisines et la chambre qui tombe à pic, qui tombe sur une pièce d'eau en balcon sur le canyon, tous ces éléments sont dissociés et inscrits dans des rapports assez complexes où, encore une fois, l'expérience de la peinture de Morandi joue un rôle. Voici le plan, l'entrée, il y a une idée quand même d'un ordre processionnel, l'entrée, le séjour, le passage dans la salle à manger et la chambre qui est autonome et située sur l'autre versant. Voici l'entrée de la maison avec cette utilisation nouvelle des tuiles en plomb, le cuivre oxydé pour la coupole. Schnabel avait été ambassadeur de Ronald Reagan en Finlande et il s'intéressait beaucoup à l'architecture russe et à ses coupoles, donc c'est une évocation de tout cela. L'intérieur, qui est, je pense, une des utilisations les plus riches, les plus fécondes de la structure de bois, du wood frame, dans l'œuvre de Guéry à Los Angeles, avec des ouvertures dans de multiples directions, et enfin la chambre et sa pièce d'eau, la chambre, pavillon autonome, ouvrant sur le canyon. Une maison, un projet très particulier, réalisé, mais que Guéry considère comme un grand échec, c'est la maison qu'il dessine pour Eli Broad. Eli Broad, j'ai déjà évoqué ce nom, promoteur richissime, fondateur de Kaufman & Broad, producteur de maisons individuelles, collectionneur d'art. Il ne collectionne que les valeurs sûres, notamment ici Jeff Koons. Il vient d'ouvrir un musée où il montre sa collection à Los Angeles.
il demande à Gehry de travailler à une maison pour lui, une maison gigantesque. La maison que l'on a vue auparavant faisait 500 mètres carrés, celle-ci sera bien plus grande. Gehry se méfie, il signe un contrat dans lequel il obtient carte blanche et aucune limite de budget. Et il commence à travailler sur cette maison. Vous voyez ici l'agrégation des pièces qu'il commence à réaliser. Vous voyez aussi comment certaines images s'imposent à lui dans la définition des volumes. Vous voyez notamment cette allusion très claire à l'hôtel de ville de Paris, à la toiture de l'hôtel de ville de Paris, qui est presque pas tout à fait exacte, mais quand même assez pertinente. Beaucoup d'autres dessins, il y en a des dizaines, sur, encore une fois, la création de cette maison avec une partie haute et une partie qui descend en gradin sur la pente et dans laquelle se trouvent toutes les pièces de réception, un travail très étrange où nous retrouvons des formes vermiculaires ou en tout cas assez organiques pour les composants de cette maison. Le projet dure et dure et dure, et à la fin, Broad décide de réaliser le projet, de le construire sans Gehry. Donc la maison a été construite, ça ressemble à du Gehry, il y a dans les formes beaucoup de ce qu'il avait dessiné, dans les matériaux aussi, mais ce projet n'a pas été détaillé par lui, et donc il figure dans la liste des œuvres de Gehry que l'agence diffuse dans la rubrique « Projet non réalisé ». Dernière œuvre dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un cycle de projet qui va durer 6 ans pour une maison non réalisée. Extrêmement vaste pour Peter Lewis. Peter Lewis, qui est un agent, le directeur d'une grande compagnie d'assurance basée à Cleveland, Ohio, et qui découvre Gehry, tombe sous son charme et lui commande une maison gigantesque. Cette maison qui était censée s'appeler Brokewood devait faire plus de 1000 mètres carrés. Un ensemble tout à fait gigantesque. Voici le premier projet que Gehry imagine, une composition en U, au milieu de laquelle se trouve une salle de jeu en forme de serpent et à l'extérieur de laquelle se trouve une sorte de salle de plein air en forme de poisson. Donc, si vous voulez, c'est un projet hybride entre les formes orthogonales de certaines des maisons que l'on vient de voir, comme la maison Wosk ou la Tract House, et puis le travail sculptural que Gehry a fait. C'est le point de départ de ce projet que Gehry va mener pendant extrêmement longtemps. L'évaluation des travaux est montée jusqu'à 80 millions de dollars, c'est-à-dire le prix du musée de Bilbao. Ce qui finira par irriter beaucoup, évidemment, Peter Lewis. C'est un projet important à cause de la collaboration que Gehry instaure avec beaucoup d'artistes et des architectes, notamment il travaille avec Philip Johnson, il travaille avec Richard Serra qui imagine l'entrée de la maison qu'il recyclera plus tard. Il travaille aussi avec Frank Stella et Oldenburg. Ici, plus de croquis. Ici, vous voyez cette maison qui commence à prendre une forme plus unitaire, en tout cas une structure à peu près unitaire, autour de laquelle, une espèce d'ossature, autour de laquelle sont greffées des formes différentes. Vous voyez ici comment se mettent au point des éléments qui sont plutôt tronconiques et d'autres qui sont des draperies métalliques. À l'arrière-plan, la pieuvre qui est cette maison d'hôte que dessine Philip Johnson. Encore d'autres maquettes, c'est un projet vraiment qui se suit en maquette, dans une autre maquette sur laquelle nous voyons ces formes se transformer, devenir moins ondulantes et plus linéaires. Dans le même temps, très curieusement pour Gehry, des motifs décoratifs se forment. C'est aussi un des projets dans lequel la contribution de Morandi est notamment ce que nous voyons sur ces natures mortes déjà vues, le torchon plié, le drapé du torchon influe sur la forme de la maison telle qu'on le voit dans la maquette. Mais Gehry a les plus grandes difficultés à élaborer tout cela. Cette forme, il ne pourra la faire qu'avec l'ordinateur. Il arrive à peu près à fabriquer en maquette avec ce système de tressage qui était celui de ses meubles certains éléments comme la serre, ici, de la maison, qu'il développe au travers d'études extrêmement longues et difficiles.
Et c'est là que la découverte du logiciel de Dassault qui avait servi, qui au même moment va servir à Barcelone, va l'aider. Donc un logiciel dénommé CATIA, Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application, qui a permis à Dassault de concevoir ces avions et de les monter virtuellement avant d'aller sur le chantier, avant d'aller dans l'usine. Voici comment, ici, Rick Smith, qui est un des piliers de l'agence et qui introduit l'informatique à l'agence, va commencer à numériser les formes pour pouvoir les développer. Et donc le projet, dans sa version définitive, va être un projet issu de l'informatique, comme je voulais le montrer en allant donner la parole à Gary, ici. The minute I saw the Lewis house, I thought, this is native computer. This is before I knew you. Yeah. And so, but then when I met you, you made a point of saying that I was a native computer person and you weren't. Right. Which I still don't understand, as long as I've known you. Because I thought that the language was coming from the computer, and you always tell me it's not. But I still think you have an intuition about digital surfaces creatively that other people don't have. I mean, I use a pencil to draw and I make three-dimensional models. Yeah. Right? And so I don't have the direct capacity to work on the computer and design. Well, this is true, but you got an eye for the computer, no? Well, so the one experience I had was on the Lewis house. You mentioned the Lewis house. So the entry to the Lewis house was going to be something special. I had no idea what it was going to be. We had one of my people on the screen messing with, and we were folding fabric, remember? Mm-hmm. And we were spraying it with wax and, Yeah. and hardening and all that stuff. So we've done stuff like that, and it looked really weird. Yeah. And the guy put it into the computer, and I was sitting there, and he had this thing, and the computer guys drive me nuts because they keep doing this. Yeah. And the thing keeps, They stop moving around. everybody does I that. know. And I go crazy. Yeah. Not today, when they do that, I walk out, I get up, walk out. Yeah. So he's doing this, and I'm being trying to follow it, and I'm trying to design this shape with the computer, and it was excruciating. It was like I was in a vice of pain, you know. So I was tightening these screws on me. That's what it felt like. Voilà. Donc, pour conclure, c'est l'utilisation de ce logiciel qui va permettre de fabriquer ce genre d'images qui ne sont pas que des images. Ce ne sont pas des images, ce sont véritablement des formes constructibles parce qu'elles sont constituées par des éléments qui peuvent être détaillés et fabriqués en usine. C'est ce travail qui va permettre de maîtriser trait après trait toute la géométrie du bâtiment, comme vous le voyez ici, et qui va permettre d'aboutir à une maquette définitive. Mais c'est à ce moment-là que Lewis prendra peur et que Gary, dans une certaine mesure, aura une conduite d'échec vis-à-vis de ce projet en déclarant au New York Times, qui faisait une enquête sur les maisons des super riches, la référence à l'époque, c'est à la maison de... comment s'appelle-t-il de Bill Gates, qui faisait 50 millions de dollars. Donc Peter Lewis était d'accord pour construire une maison à 60 millions de dollars, mais pas à 80. Et quant à Gary, il déclare dans le New York Times en 1995 je suis quelqu'un qui veut faire des bonnes actions, je suis libéral, c'est-à-dire progressiste jusqu'au noyau, et c'est difficile pour moi de penser que je règle le moindre problème en construisant la maison d'un gars aussi riche. Je lui ai dit,
à Peter Lewis, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une maison à 5 millions de dollars et donnez le reste à des bonnes œuvres? Donc, Lewis a fort mal pris cette déclaration. Il a essayé de forcer Gehry à diminuer le budget de moitié et à construire une maison qui aurait coûté seulement 40 millions de dollars, ce qui était impossible, tel que le projet était parti. Cela supposait de repartir à zéro, donc le projet a été abandonné. Mais il est resté comme une espèce de moment expérimental à partir duquel Gehry a acquis, et son équipe, vous le voyez bien, ont acquis une expérience qui est l'expérience qui va leur permettre de construire et Bilbao et la salle de concert Walt Disney. Donc parfois des projets ratés, c'est un grand classique, pas simplement évidemment de l'histoire de l'architecture, sont en fait la promesse de succès futur. Merci.